nous allons vous présenter une petite promenade intellectuelle dans les couloirs du théâtre, dit de l'absurde, et sous le tutorat d'un des grands experts dans ce domaine, le professeur Hébé. Je vous demande de vous décontracter, de vous imaginer dans une université, de vous retrouver dans votre peau d'étudiant et de découvrir d'idées et d'artistes. Peut-être allez-vous même vous identifier à l'un des étudiants ici présents sur scène. Partagez leur quête de précision, disons même de vérité, et vous rappelez votre propre recherche. Peut-être serez-vous étonné par certains personnages qui accompagnent notre promenade et vont ainsi nous embarquer dans un royaume où les mots, les signes et même les corps changent d'identité, où les salutations se transforment en danse de plaisir adverbiale. Les salutations d'Eugène Ionesco. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Heureux de vous voir. Comment allez-vous? Merci. Et vous? Comment allez-vous? Chaudement. Et vous? Froidement. Et vous? Agréablement. Et vous? Désagréablement. Et vous? Et vous? Et vous? Drôlatiquement. Et vous? Mélancoliquement. Et vous? Matinalement. Et vous? Crépusculairement. Et vous? Adipeusement. Et vous? Acéphalement. Et vous? Agnostiquement. Et vous? Amphibiquement. Et vous? Théoriquement. Et vous? Pratiquement. Et vous? Abstraitement. Et vous? Concrètement. Et vous? Apoplectiquement. Et vous? Anémiquement. Et vous? Cartilagineusement, cirrhosiquement, cochoniquement, diurétiquement, éructationneusement, folâtrement, gagateusement, galophobiquement, harmonieusement, hormonieusement. Surabondance, prolifération, hallucination, multiplication, c'est ça, tout Ionesco. Mais pas seulement. C'est aussi lui qui disait « Le poète n'est ni un prophète, ni un omniscient, le poète est celui qui sait voir le problème, là où les autres ne le voient pas. Le poète, tout simplement, met les problèmes en évidence. Et quel meilleur lieu que le théâtre pour donner corps à cette évidence, non ? Oui, Tom. Et quel meilleur moment que les années 50 et 60 pour capter les problèmes paradoxaux qui s'annoncent comme fondamentaux pour notre époque. Après-guerre et nouvelle-guerre, post-coloniale et néocoloniale, la parole suprême est post-parole. Et est-ce pour cette surabondance paradoxale que l'on parle de l'absurde ou d'un théâtre de l'absurde? Oui, enfin bon, oui. Enfin, les critiques ont mis au point, ont utilisé une quantité d'épithètes pour désigner ce théâtre. Théâtre de l'absurde, antithéâtre, farce métaphysique, entre autres. Aucune, pourtant, n'est entièrement satisfaisante. Marguerite Duras, par exemple, est loin de l'absurde quand elle nous parle du désir. Oui, Tom. Forcément. Forcément. Duras, ce n'est pas le joyeux non-sens de Ionesco, d'Arabal. Oui, mais ce qu'ils partagent tous, c'est cette révolte contre le réalisme. Une révolte qui souligne l'élément théâtral du théâtre. Une théâtralité qui renvoie aux formes primitives du spectacle non littéraire. Farce, guignol, music-hall, ballet, pantomime, cérémonial. Peut-être pourrait-on citer les bals de Genève, dont les cérémonies finissent toujours par une mise à mort. Ah, magnifique Genève. J'aime bien ce qu'il nous dit de ces personnages, de la manière dont il s'en sert pour ouvrir le monde, et le sien, et le nôtre.
Sacrés ou non, ces bonnes sont des monstres, comme nous-mêmes, quand nous nous rêvons ceci ou cela. Sans pouvoir dire au juste ce qu'est le théâtre, je sais ce que je lui refuse d'être. La description du geste quotidien vu de l'extérieur. Je vais au théâtre afin de me voir sur la scène, restitué dans un seul personnage ou à l'aide d'un personnage multiple et sous forme de conte tel que je ne saurais ou n'oserais me voir ou me rêver. Est-elle pourtant que je me sais être? Les bonnes Jean Genet. Fermez la fenêtre et tirez les rideaux. Bien. Il est tard, tout le monde est couché. Ne continuons pas. Claire! Vous verserez mon tilleul. Mais Je dis mon tilleul! nous sommes mortes de fatigue. Il faut cesser. Ah, mais non. Vous croyez, ma bonne, vous en tirer à bon compte. Il serait trop facile de comploter avec le vent, de faire de la nuit sa complice. Mais Ne discute pas. C'est à moi de disposer de ces dernières minutes. Solange, tu me garderas en toi. mais non, tu es folle. Nous allons partir. Viens, Claire, ne restons pas. L'appartement est empoisonné. Reste. Claire, tu ne vois donc pas comme je suis faible, comme je suis pâle. Tu es lâche. Obéis-moi. Nous sommes tout au bord, Solange. Nous irons jusqu'à la fin. Tu seras seule pour assumer nos deux existences. Il te faudra beaucoup de force. Personne ne saura, au bagne, que je t'accompagne en cachette. Et surtout, quand tu seras condamnée, n'oublie pas que tu me portes en toi, précieusement. Nous serons belles, libres et joyeuses, Solange. Nous n'avons plus une minute à perdre. Répète avec moi. Parle, mais tout bas. Madame devra prendre son tilleul. Non, je ne veux pas. Garce! Répète! Madame prendra son tilleul. Madame prendra son tilleul, Car il faut qu'elle dorme. car il faut qu'elle dorme. Et que je veille. Et que je vais... Je répète, ne m'interromps plus. Tu m'écoutes? Tu m'obéis? Je répète. Mon tilleul. Mais, Je dis! Mon tilleul. mais, madame, Bien. Continue. mais, madame, il est froid. Je le boirai quand même. Donne. Et tu l'as versé dans le service le plus riche, le plus précieux. Vous voyez ce que j'apprécie dans cette fin? C'est le service à thé. Précieux. Cette juxtaposition de la mort et de la beauté, décadente et absurde en même temps, un peu comme l'histoire du monde depuis 1939. Cette histoire est une raison suffisante pour que les poètes, et peut-être aussi les autres, considèrent le non-sens de notre situation. La Deuxième Guerre mondiale, les guerres qui ont suivi, l'extermination calculée de millions d'êtres humains, et le cauchemar devenu possible pour la première fois de la destruction de toute vie humaine par un cataclysme nucléaire. Alors, autant danser sur les ruines, comme chez Arabal. Oui, Arabal nous montre un cérémonial burlesque. Un jeu d'échecs entre Zappo, un soldat, et Zeppo, un soldat aussi, son ennemi, qui ne sont finalement qu'un seul homme. Ou mieux, une seule force. Incompréhensible. Intraduisible. Pique-nique en campagne d'Arabal. Mais pourquoi est-ce que nous sommes ennemis? Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'instructions. Est-ce que c'est naissance ou est-ce que nous sommes devenus ennemis pour la suite? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Alors, comment est-ce
est-ce que vous êtes venu à la guerre? Un jour, à la maison, j'étais en train d'arranger le fer à repasser de ma mère et il est venu un monsieur qui m'a dit « C'est vous épault ?» Ah oui. Bon, il faut que tu viennes à la guerre. Alors, moi, je lui ai demandé « Mais à quelle guerre ?» Et il m'a dit bah, « Tu ne lis donc pas les journaux, quel pecno ?» Je lui ai répondu que si, mais pas les histoires de guerre. Comme moi? Exactement comme moi. Alors, je lui ai dit que j'avais une fiancée et que si je ne l'emmenais pas au cinéma le dimanche, elle allait s'embêter. Il m'a dit que ça n'avait aucune importance. Comme moi. Exactement comme moi. Alors, mon père est descendu et il a dit que je ne pouvais pas aller à la guerre parce que je n'avais pas de cheval. Mais comme mon père a dit. Alors, monsieur a répondu qu'on n'avait plus besoin de cheval et je lui ai demandé si je pouvais emmener ma fiancée. Et il a dit non. Alors si je pouvais emmener ma tante pour qu'elle me fasse de la crème le jeudi. J'aime bien ça. Et il m'a encore dit non. Comme moi. Et depuis ce temps-là, me voilà presque toujours seul dans la tranchée. Et dans la tranchée, qu'est-ce que vous faites pour vous distraire? Alors, pour me distraire, je passe mon temps à faire des fleurs en chiffon. Je m'embête beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites de ces fleurs? Au début, je les envoyais à ma fiancée, mais un jour, elle m'a dit que la serre et la cave en étaient déjà remplies et qu'elle ne savait plus quoi en faire et que si ça ne me dérangeait pas, je lui envoie autre chose. Et qu'est-ce que vous avez fait? Ouais, j'ai essayé d'apprendre à faire autre chose, mais je n'ai pas pu. Alors, je continue à faire des fleurs en chiffon pour passer le temps. Et après, vous les jetez? Non, maintenant, j'ai trouvé le moyen de les utiliser. Je donne une fleur pour chaque copain qui meurt. Ah bah comme ça, je sais que même si j'en fais beaucoup, il n'y en aura jamais assez. Vous voyez bien que dans ce théâtre, c'est pas ce qui va se passer qui importe. Quoique, très souvent, il se passe des choses très inattendues. Ce qui importe, c'est la manière dont chaque spectateur va comprendre ce qui se passe. Du coup, les spectateurs restent à l'extérieur, désorientés. Oui, pas d'identification, pas de psychologie. Ils finissent par considérer que leur structure sur laquelle leur vie, leur logique, leur relation avec les autres ne sont qu'illusoires. En particulier, les structures linguistiques. Comme disait UNESCO. Toujours lui. Comme UNESCO disait, pour moi, il s'était agi d'une sorte d'effondrement du réel. Les mots étaient devenus des écorces sonores, dénués de sens. Les personnages aussi, bien entendu, s'étaient vidés de leur psychologie. Et le monde m'apparaissait dans une lumière insolite, peut-être dans sa véritable lumière, au-delà des interprétations et d'une causalité arbitraire. Encore UNESCO. Mais on pourrait remonter encore plus loin. Opus aphonistique numéro 1 d'Isidore Isou. Pensez à un texte quelconque, connu, et le réciter de mémoire, sans émettre de son, en bougeant les lèvres et la langue, et même en gesticulant, sans faire entendre le moindre bruit, dans le plus complet silence. On peut aussi improviser un discours ou imaginer les réponses faites au cours d'un entretien avec un camarade, dont les phrases, rimées ou non, seront énoncées selon un débit plus ou moins rapide, privé cependant de l'usage de la parole. L'auteur ou l'interprète commencera à s'exprimer calmement, doucement, en laissant flotter sur ses lèvres un sourire qui accentuera l'intention bénéfique, aimable de son accomplissement, cette allure se prolongeant pendant 1 ou 2 minutes. Soudain, le propos aphonistique éclatera d'une manière furieuse, enragée. La mimique buccale deviendra précipitée et agressive, tandis que l'attitude faciale qui souligne l'interprétation intrinsèque s'adaptera à ce tempo neuf, en laissant apparaître tous les signes de la colère et de la menace. Les yeux écarquillés, les sourcils froncés, le front ridé, tous ces éléments renforceront l'impression tumultueuse,
contradictoire par rapport à la partie première, lente de l'œuvre. Cette section s'achève par une dernière grimace et par un dernier geste de mépris. Non, arrêtons, quoi, arrêtons, là. Là, non, l'absurde, c'est bien. La poésie sonore, le lettrisme et Isou, pourquoi pas? Enfin, il faut quand même remettre du sens. Ne pas s'en tenir seulement au son, pas seulement aux grimaces, voire même au mépris. Donc, il faut être libre. Il faut être capable d'inventer, de se risquer dans l'avenir des mots. C'était d'ailleurs certainement le cas de ma chère Nathalie Sarraute, russe et parisienne. Elle cherchait elle aussi à s'ancrer dans le monde à travers les paroles qui lui échappaient, à elle et aussi à ses personnages. Et pourtant, elle en arrivait à une telle plénitude de sens, plénitude d'essence. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on écoute Sarraute. C'est prévu. L'usage de la parole de Nathalie Sarraute. C'était au fond d'un petit café enfumé, mal éclairé, probablement une buvette de gare. Il me semble qu'on entendait des bruits de train, des coups de sifflet, mais peu importe. Ce qui d'une brume jaunâtre ressort, c'est de chaque côté de la table deux visages presque effacés et surtout deux voix. Je ne les perçois pas non plus avec netteté, je ne saurais pas les reconnaître. Ce qui me parvient maintenant, ce sont les paroles que ces voix portent. Et même pas les paroles exactement, je ne les ai pas retenues. Mais cela n'est rien non plus. Je peux facilement inventer des paroles du même ordre, les plus banales qui soient, de celles que deux personnes étrangères l'une à l'autre peuvent échanger au cours d'une rencontre quelconque à une table de café. Est-ce sur le goût de ce qu'elles boivent, une orangeade ou bien du thé, ou sur les avantages et les inconvénients des voyages en train, en avion, ou sur n'importe quoi. Je vous laisse, si vous le voulez, en imaginer d'autres. Mais ce que je ne peux pas vous laisser, ce qui, dans ces paroles, pour quelques instants, m'appartient, ce qui m'attire, me taquine, c'est... Je sais pas, c'est peut-être cette impression qu'elle donne de légèreté. Elle semble volter, aérienne. On dirait que ce qu'elle porte, le goût de la grenadine, la fatigue des voyages en train, ce qu'on peut trouver de plus banal, de plus modeste, de plus discret, ne les emplit pas complètement, laisse en elle des espaces vides, ou quelque chose qui ne peut trouver sa place nulle part, dans aucune parole. Aucune n'a été prévue pour le recevoir. Quelque chose d'invisible, d'impondérable, d'impalpable est venu s'abriter. Ces paroles peu lestées, dilatées, s'élèvent, flottent, légèrement ballottées, se posent doucement et flirtent à peine. C'est donc ainsi que Sarraute évoque la naissance de l'amour. Je dois bien constater, Tom, que ce nouveau monde langagier créé par les auteurs que tu aimes n'est pas entièrement dénué d'amour. Ni d'une réflexion sur les désirs, comme tu le disais tout à l'heure, Tom. Bernard-Marie Coltès, on a l'impression que pour vos personnages, le langage est parfois un fardeau. Dans la pièce, dans la solitude des champs de coton, le client dit « Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage. » Les personnages de vos pièces tournent toujours autour de quelque chose que le langage, de toute évidence, ne permet pas de saisir. C'est un sujet difficile car il pose la question de la signification des mots. Naturellement, un mot, en tant que tel, ne produit pas de sens. Pour qu'un sens apparaisse, il faut une accumulation de mots, un rythme, une musique. La musique produit du sens, mais un mot tout seul, isolé. On a besoin de beaucoup de mots pour essayer de cerner un sens et pour le définir plus précisément. Oui, oui, le désir chez Coltès.
chez Duras. L'érotisme, ou en tout cas une certaine polysensualité. Des textes polyformes, donc. Plus encore, dans les paroles de Marguerite Duras, elles peuvent entrer dans plusieurs genres. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans Aurélia Steiner, du Navire Night. Aurélia Steiner. 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 Je lui dis, je vais vous donner un nom. Vous allez le prononcer, vous ne comprendrez pas pourquoi, et cependant, je vous demande de le faire, de le répéter sans comprendre pourquoi, comme s'il y avait à comprendre. Je lui dis le nom, Aurélia Steiner. Je l'écris sur une page blanche et je lui donne. Il déchiffre lentement, puis il me regarde pour savoir s'il a correctement lu. Je ne dis rien. Je m'allonge près de lui. Il répète le nom. Il voit que je l'écoute. Il est maladroit tout d'abord, ne sachant dans quelle langue le dire, puis ensuite, il jette le papier, il vient près de moi et me regarde et me parle avec le nom. Il enlève ma robe avec soin. Il dispose, dirait-on, d'un temps très grand devant lui. Il commence à découvrir le corps d'Aurélia Steiner. Elle ne regarde toujours pas, les yeux fermés sur le rectangle blanc de la mort. Parfois il dit le nom tout entier, parfois il dit seulement le prénom, parfois le nom seul. Il ne sait plus dire aucun mot. Il les dit dans des baisers, les lèvres contre la peau, il les dit à voix basse, il les crie, il les appelle à l'intérieur du corps, contre la bouche, contre le mur, il leur tient tête. Parfois il s'immobilise dans une contention qui le fait gémir. Alors il perd la mémoire des noms, dirait-on, et puis tout bas, de nouveau, il les dit, dans un effort douloureux, comme si leur profération elle-même en était cause. Ces cris, ces murmures, on les retrouve dans les textes de Beckett, n'est-ce pas, Tom? Ouais, enfin, si on veut. Mais on pourrait plutôt dire que les deux clowns modernes les plus célèbres, Didier Ogogo et plus formellement Vladimir et Estragon, créent leur monde à travers les paroles, non? Oui, oui, alors là, oui, oui, dans un sens très précis, toute l'œuvre de Beckett n'est que langage. C'est par lui que l'auteur construit son univers ironique et déchiré. C'est aussi par lui que prend forme une image poétique de la condition humaine et sa présence. D'ailleurs, le pessimisme de Beckett n'est pas total, car il peut entrevoir tout de même que la parole de l'homme s'élève pour affirmer cet univers. D'ailleurs, on peut finir ou commencer par là. En attendant Godot, de Samuel Beckett. Tu es difficile à vivre, Gogo. On ferait mieux de se séparer. Tu dis toujours ça, et chaque fois tu reviens. Pour bien faire, il faudrait me tuer, comme l'autre. Quel autre? Quel autre? Comme des billions d'autres. À chacun sa petite croix. Pendant le petit pendant et le bref après. En attendant, essayons de converser sans nous exalter, puisque nous sommes incapables de nous taire. C'est vrai, nous sommes intarissables. C'est pour ne pas penser, Nous avons des excuses. c'est pour ne pas entendre Nous avons nos raisons. toutes les voix mortes Ça fait un bruit d'ailes. de feuilles.
de sable, de feuilles, elles parlent toutes en même temps. chacune à part soi. Plutôt, elles chuchotent, Elle murmure, elles bruissent. elle murmure. Que disent-elles? Elles parlent de leur vie. Il ne leur suffit pas d'avoir vécu. Il faut qu'elles en parlent. Il ne leur suffit pas d'être mortes. Pas assez. Ça fait comme un bruit de plumes, De feuilles, de cendres. Comment vous remercier? Ça marche? Comment vous remercier tous? C'est quel cadeau extraordinaire que vous me faites. Mais vous tous, Sarah tout d'abord, Sarah et Christian et Judith et Richard, il est là, non? Mais vous m'avez fait un cadeau inouï, inouï. Et là, ce soir, je me retrouve pour la première fois dans la compagnie de Genet, d'Arabal, de tous ensemble. Ils ne se sont jamais aussi bien entendus. Je crois que ça les surprendrait beaucoup de se retrouver tous en même temps. Mais moi, je vous trouve formidable, merveilleux. Merci de tout. Merci de tout, tout, tout. Et merci à vous tous. C'était vraiment génial, merci beaucoup. Alors, si vous voulez passer dans la salle à côté, vous trouverez à boire et à manger, j'espère. Régalez-vous et reposez-vous après ces 2 journées de travail, mais de jouissance aussi.